Avez-vous déjà ressenti ce frisson étrange en vous demandant si une simple vérité pourrait bouleverser tout un village? Dans le sud-ouest de la France, à la fin des années 1950, une jeune fille de 13 ans a assisté à une fête qui devait célébrer l'abondance des vendanges, mais qui allait devenir le début d'un séisme silencieux. Rien ne semblait anormal ce jour-là. Le propriétaire riait, les travailleurs souriaient par habitude, jusqu'au moment où un geste, une phrase, un regard ont ouvert une brèche que personne n'aurait osé imaginer. Et des années plus tard, les conséquences de cette révélation ont laissé la région entière en état de sidération. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire entièrement dramatisée, inspirée de vérités humaines que nous connaissons tous, celle du courage, de la peur et des paroles qui libèrent. Restez bien avec moi, car chaque détail compte, et ce que Claire dit ce jour-là n'a pas seulement ébranlé un homme puissant. Cela a changé une lignée entière. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et à dire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à faire vivre ce type d'histoire dramatisée qui porte des messages forts et humains. Cette photographie en noir et blanc a été prise un dimanche de juillet 1959, lors de la fête des vendanges dans une propriété agricole du sud-ouest de la France. Au premier plan, on voit Armand Delcourt, 58 ans, propriétaire terrien, assis à la tête d'une longue table dressée en plein air. Il tient un verre de vin à la main et rit aux éclats, le visage illuminé par le soleil de l'après-midi. Derrière lui, debout, plusieurs ouvriers agricoles posent pour l'objectif. Parmi eux, René Martel, 45 ans, métayer de la propriété, affiche un sourire timide, presque embarrassé comme s'il acceptait à contre-cœur son rôle de figurant dans cette scène de joie collective. Mais c'est dans le coin droit de la photographie, légèrement à l'écart du groupe principal, que l'image révèle quelque chose d'étrange. Une jeune fille de 13 ans se tient debout, vêtue d'une simple robe en coton clair. Elle s'appelle Claire Martel. Contrairement aux autres, elle ne sourit pas. Son regard est fixé directement sur le propriétaire, intense et concentré, comme si elle était sur le point de prononcer des mots qui changeraient tout. Ce qui est troublant dans cette photographie, ce n'est pas ce qu'elle montre, mais ce qu'elle cache. Car quelques minutes après ce clic, cet enfant allait dire quelque chose que personne n'avait osé formuler depuis des décennies. Quelque chose qui allait briser l'homme qui riait si fort sur cette image. Pour comprendre ce moment, il faut remonter quelques années en arrière, dans cette France rurale où les rapports entre propriétaires et ouvriers agricoles ressemblaient encore à ceux d'un monde presque féodal. La famille Delcourt possédait ces terres depuis 3 générations. Le castel en pierre de taille trônait au sommet de la colline, dominant les champs de blé et les vignobles qui s'étendaient à perte de vue. En contrebas, près du ruisseau, se trouvait la petite maison des Martel, une bâtisse modeste aux murs de calcaire et aux toits d'ardoise, où René vivait avec son épouse Suzanne et leur fille Claire. René Martel avait commencé à travailler pour les Delcourt à l'âge de 16 ans, comme son père et son grand-père avant lui. Le système du métayage le liait à la terre d'une manière qui ressemblait plus à une servitude déguisée qu'à un véritable contrat de travail. Il recevait une part de la récolte, certes, mais après déduction des avances consenties par le propriétaire pour les semences, les outils, les réparations de la maison, et parfois même les médicaments pour Suzanne, qui souffrait de migraines chroniques. Les archives municipales de la commune, consultées des années plus tard par des historiens locaux, révèlent que ce type d'arrangement était courant dans la région, piégeant des familles entières dans un cycle de dettes qui se transmettait de génération en génération. Claire avait grandi en observant cette réalité avec des yeux d'enfant qui comprend plus qu'on ne le croit. Dès l'âge de 8 ans, elle avait remarqué que son père baissait toujours les yeux quand M. Delcourt lui parlait, qu'il disait merci pour des choses qui auraient dû être normales, qu'il acceptait sans broncher des humiliations, que même un enfant pouvait identifier comme injustes. Un jour d'hiver, alors qu'elle avait 11 ans, Claire avait trouvé dans le tiroir de la cuisine une liasse de reçus jaunis, que René conservait précieusement. Avec l'obstination propre aux enfants curieux, elle avait commencé à faire des calculs dans un vieux cahier d'écolier. Les chiffres ne mentaient pas. Malgré 3 années de récoltes exceptionnelles,
La dette de sa famille envers les Delcourt avait augmenté de 40%. Comment était-ce possible? Claire avait appris à l'école à additionner et à soustraire, et ces chiffres ne collaient pas. C'est à cette époque qu'elle avait commencé à poser des questions à son père. Pourquoi acceptait-il tout sans jamais rien dire? Pourquoi souriait-il quand M. Delcourt se moquait de lui devant les autres? Un soir, René, qui avait bu un peu plus que d'habitude après une journée particulièrement éprouvante, avait répondu d'une voix lasse et un peu pâteuse qui avait effrayé la petite fille. « Parce que j'ai toi et ta mère à protéger, Claire. Parce que si je perds ce travail, on n'a nulle part où aller. » Mais Claire, même à 11 ans, avait vu dans ses yeux que ce n'était pas toute la vérité. C'était aussi de la peur. Une peur qui s'était ancrée si profondément qu'elle faisait partie de lui, comme la couleur de ses cheveux ou la forme de ses mains calleuses. Cette peur, Claire la comprenait d'autant mieux qu'elle-même la ressentait parfois. À l'école du village, quand ses camarades de classe voyaient son père livrer des sacs de blé au marché, courbé sous le poids, le visage rouge d'effort, elle sentait une honte brûlante l'envahir. Elle aimait son père de tout son cœur, mais dans ces moments-là, une partie d'elle aurait voulu disparaître, ne pas être associée à cette image d'homme soumis et épuisé. Plus tard, dans le silence de sa chambre, elle pleurait de culpabilité d'avoir ressenti cette honte. Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle pour avoir de tels sentiments envers celui qu'elle admirait le plus au monde? Heureusement, il y avait Madame Fournier. L'institutrice du village était une femme de 50 ans, veuve de guerre, qui avait perdu son mari dans la Résistance en 1943. Elle enseignait avec une passion et une exigence qui sortèrent de l'ordinaire pour une petite école rurale. Elle ne se contentait pas d'apprendre à lire et à écrire aux enfants. Elle leur apprenait à compter, vraiment compter, à comprendre les pourcentages, les intérêts, les contrats. Et surtout, elle leur répétait une phrase que Claire n'oublierait jamais. « Vous n'êtes moins que personne. Rappelez-vous en toujours. » Claire était devenue la meilleure élève de sa classe. Madame Fournier lui prêtait des livres, lui donnait des exercices supplémentaires, l'encourageait à continuer ses études au-delà de l'école primaire. Mais chaque fois que Claire rentrait chez elle avec un nouveau livre sous le bras ou une bonne note à montrer, elle sentait le poids du silence embarrassé de ses parents. Suzanne serrait les lèvres, partagée entre la fierté et l'angoisse. Et si elle partait étudier en ville? Et si quelque chose lui arrivait loin d'eux? René, lui, regardait sa fille avec une expression complexe, mélange d'admiration et de quelque chose qui ressemblait à de l'envie. Il pensait parfois au fond de lui, à ce qu'il aurait pu devenir si on lui avait donné cette chance. Puis il s'en voulait immédiatement de cette pensée égoïste. Il y avait aussi Hélène, la fille du boulanger, qui était devenue la meilleure amie de Claire. Elles avaient le même âge et partageaient tout. Leurs rêves, leurs peurs, leurs secrets. Hélène était plus insouciante, plus joyeuse, mais elle respectait l'intensité de Claire, sa manière de tout prendre au sérieux. Quand d'autres filles de l'école se moquaient des chaussures rapiécées de Claire, 3 fois recousues par Suzanne, Hélène prenait sa défense avec une loyauté féroce. « Tu es ma sœur, Claire. Tu le seras toujours. » Ces mots, prononcés un jour d'automne sous le grand chêne de la cour de récréation, restèrent gravés dans le cœur de la jeune fille pour toujours. Mais malgré ces moments de grâce, malgré l'amitié d'Hélène et l'attention de Madame Fournier, Claire sentait grandir en elle quelque chose de lourd et d'inéluctable. Une colère froide, patiente, qui n'attendait que le bon moment pour se manifester. Cette colère n'était pas seulement dirigée contre M. Delcourt, même si c'était lui qui incarnait l'injustice. Elle était aussi dirigée contre son père, pour sa soumission, contre sa mère, pour son silence, contre le village entier, pour son acceptation résignée d'un ordre établi que personne ne remettait en question. Cette photographie de juillet 1959 allait capturer le moment exact où cette colère, longtemps contenue, allait enfin trouver sa voie. Il y avait un secret que la famille Martel gardait précieusement. Un secret que même Claire n'avait découvert qu'en écoutant, caché derrière la porte de la cuisine, une conversation entre ses parents par une nuit de décembre 1956. Ce secret concernait la guerre, la vraie histoire de ce qui s'était passé entre 1940 et 1944, quand les Allemands occupaient la région et que la France vivait ses heures les plus sombres. L'histoire officielle,
celles qu'Armand Delcourt racontait lors des cérémonies commémoratives, celles qui étaient inscrites sur la plaque de bronze accrochée dans la mairie, étaient simples et héroïques. Monsieur Delcourt avait maintenu la propriété en activité malgré les réquisitions allemandes, avait négocié avec les autorités d'occupation pour protéger ses terres et ses ouvriers, avait fait preuve d'un courage exceptionnel dans des circonstances extraordinaires. En 1946, il avait même reçu une médaille de mérite agricole des mains d'un député, une photographie officielle immortalisant la scène. Cette image trônait dans le grand salon du Castel, visible de loin quand les fenêtres étaient ouvertes l'été. Mais la vérité, celle que les témoignages oraux recueillis dans les années 90 auprès des survivants révéleraient, était bien différente. Quand les Allemands étaient arrivés dans la région en juin 1940, Armand Delcourt avait trouvé refuge à Paris, officiellement pour traiter des affaires urgentes. En réalité, il avait fui, terrorisé à l'idée que sa propriété soit saisie ou qu'il soit enrôlé de force dans le service du travail obligatoire. Pendant près de 2 ans, il n'était revenu que quelques jours par mois, laissant la gestion quotidienne de la ferme entre les mains de René, alors un jeune homme de 26 ans. C'était René qui avait passé des nuits entières dans le cellier, veillant à ce que les tonneaux de vin ne soient pas découverts par les patrouilles allemandes. C'était René qui avait caché le bétail dans les bois quand les réquisitions devenaient trop pressantes. C'était René qui avait négocié, dans un allemand approximatif appris sur le tas, avec des soldats affamés et nerveux, leur donnant juste assez pour éviter les représailles, mais jamais assez pour vider complètement les réserves. Les lettres retrouvées en 1987 dans une boîte en fer blanc, lors de la démolition de l'ancienne maison des Martel, confirment ces faits. Dans l'une d'elles, datée de novembre 1942, René écrivait à sa sœur qui vivait dans le Nord. « J'ai peur tous les soirs, mais si je pars, tout sera perdu. Monsieur Delcourt me fait confiance, même s'il n'est presque jamais là. Je dois tenir. » Claire avait appris cette histoire par fragments, au fil des années. Un mot échappé ici, un silence éloquent là. Et ce soir de décembre, cachée derrière la porte, elle avait enfin compris l'ampleur de ce que son père avait fait et de ce qu'Armand Delcourt avait dissimulé. Sa mère Suzanne, dans un rare moment de colère, avait dit à René d'une voix tremblante: « Si tu avais demandé une augmentation quand il est revenu en 44, comme il te l'avait promis, on ne serait pas dans cette situation maintenant. Mais non, tu as dit oui à tout, tu as accepté ces miettes, et regarde où on en est. » René n'avait rien répondu. Il avait simplement versé un autre verre de vin, ce vin qu'il buvait trop souvent ces derniers temps, non par vice, mais comme une manière d'éteindre quelque chose qui brûlait au fond de lui. Suzanne elle-même était loin d'être parfaite. Ses migraines la faisaient souffrir terriblement, mais elle refusait de s'arrêter de travailler, de peur qu'on l'accuse de paresse ou d'ingratitude. Elle serrait les dents, prenait ses tisanes d'herbe et continuait à laver, à cuisiner, à repriser les vêtements jusqu'à tard dans la nuit. Quand Claire lui parlait de son rêve de poursuivre ses études dans une école technique en ville, Suzanne sentait une peur panique l'envahir. « Et si quelque chose t'arrive loin de nous? Et si tu découvres que le monde est trop dur pour toi ?» Ces questions, elle ne les posait pas par méchanceté, mais par terreur de perdre le peu de stabilité qu'ils avaient encore. La vie dans la petite maison des Martel était faite de ces tensions sourdes, de ces silences chargés de non-dits. Il y avait des moments de beauté aussi, bien sûr. Les dimanches d'été où tous les trois partaient vendanger ensemble, quand le soleil couchant dorait les vignes, et que René chantait de vieilles chansons sur les moissons. Les soirées d'hiver où Suzanne apprenait à Claire à faire une tarte tatatin avec les pommes de la propriété, transmettant les gestes de sa propre mère disparue 10 ans plus tôt. Ces instants existaient, et ils étaient précieux. Mais ils ne suffisaient pas à effacer la réalité des fins de mois difficiles. Des repas où il ne restait que de la soupe de légumes, parce que la bonne part de la récolte était allée aux propriétaires, des chaussures qu'on rapiéçait une fois de plus parce qu'on ne pouvait pas en acheter de neuves. Claire elle-même n'était pas exempte de défauts. Quand sa meilleure amie Hélène avait commencé à fréquenter un garçon du village, elle avait ressenti une jalousie qu'elle avait tenté de masquer sous des préoccupations pédagogiques. « Tu es sûre que tu veux perdre ton temps avec ça? Tu étais si bonne en calcul. »
Hélène avait ri gentiment, mais Claire avait vu dans ses yeux qu'elle avait compris. Cette jalousie l'avait rongée pendant des semaines, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'excuser maladroitement. « Je suis désolé. C'est juste que j'ai peur de te perdre. » Hélène l'avait serré dans ses bras. « Tu ne me perdras jamais, idiote. » Pendant ce temps, dans le grand Castel sur la colline, Armand Delcourt vivait sa propre forme de solitude. Veuf depuis 8 ans, sans enfant, il était devenu un homme amer malgré sa richesse. Son autoritarisme n'était pas seulement une question de caractère, c'était aussi une manière de combler un vide immense. Il traitait ses ouvriers comme des possessions parce qu'au fond, il avait peur d'être aimé pour ce qu'il était vraiment. Sa médaille, ses discours, ses cérémonies, tout cela était une compensation pour ce sentiment intérieur d'imposture qu'il ne s'avouait jamais vraiment. Si les gens découvraient qui j'étais pendant la guerre, pensait-il parfois la nuit, tout s'effondrerait. Les registres paroissiaux de l'époque, conservés dans les archives départementales, montrent l'évolution démographique de la région. Entre 1950 et 1960, des millions de Français quittèrent les campagnes pour les villes, attirés par les emplois industriels et la promesse d'une vie meilleure. L'exode rural transformait le paysage social. Dans le village des Martels, plusieurs familles étaient déjà parties. Le fils du meunier avait ouvert un atelier de mécanique à Bordeaux. La famille du forgeron s'était installée à Toulouse. René les regardait partir avec un mélange d'envie et de résignation. Lui restait, prisonnier de ses dettes et de ses peurs. Mais en 1959, quelque chose avait commencé à changer dans l'air. Des syndicats agricoles se formaient timidement dans la région. Un organisateur était passé au village, distribuant des tracts sur les droits des travailleurs, parlant de conventions collectives et de salaire minimum. Le père Louis, le curé de la paroisse, avait même évoqué en chair la nécessité de plus de justice sociale, citant les encycliques du pape sur la dignité du travail. Ces petits signes, pris isolément, ne signifiaient pas grand-chose. Mais ensemble, ils créaient une atmosphère nouvelle, une sensation que le vieux monde était en train de craquer, même dans ce coin reculé du sud-ouest français. Claire sentait ce changement plus intensément que quiconque. À 13 ans, elle se trouvait à cette frontière étrange entre l'enfance et l'âge adulte, où l'on voit les injustices avec une clarté brutale, mais où l'on ne sait pas encore comment y répondre. Madame Fournier continuait de l'encourager, lui parlant des écoles techniques agricoles qui s'ouvraient dans les villes, de la possibilité de bourses pour les élèves méritants. Il y a un monde au-delà de ce village, Claire, et tu as le droit d'y accéder. Ces mots résonnaient dans l'esprit de la jeune fille comme une promesse et une menace à la fois. Une promesse de liberté, une menace de trahir les siens en les abandonnant. L'été approchait. Les vendanges de 1959 s'annonçaient exceptionnelles. Après 2 années de récolte moyenne, la nature avait été généreuse. Les grappes étaient lourdes, le raisin sucré. Armand Delcourt avait décidé d'organiser une grande fête pour célébrer cette abondance. Comme son père le faisait autrefois. Il y aurait des tables dressées dans la cour entre le Castel et l'étable, du vin à volonté, du pâté, du fromage de brebis, du pain frais. Tous les ouvriers et leurs familles seraient invités. Ce serait l'occasion de montrer sa générosité, de renforcer son image de bon patron, de père protecteur de la communauté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette fête allait devenir le théâtre d'une révélation qui changerait tout. Le dimanche 19 juillet 1959 se leva sur un ciel parfaitement bleu. Il n'avait pas plu depuis 3 semaines, et les vignes, gorgées de soleil, promettaient un vin exceptionnel. Dès l'aube, la propriété Delcourt s'était transformée en ruche bourdonnante. Des tréteaux avaient été installés dans la grande cour pavée entre le Castel et les dépendances agricoles. Des nappes blanches recouvraient les longues tables de bois. Dans les cuisines du Castel, on préparait depuis la veille les victuailles pour le festin. René s'était levé plus tôt que d'habitude ce matin-là, malgré l'épuisement accumulé par des semaines de travail intensif. 14 heures par jour à couper les grappes, à les porter dans les hottes, à surveiller les pressoirs. Ses mains étaient couvertes de cals anciens et de coupures récentes. Ses épaules le faisaient souffrir. Mais il n'avait rien dit, comme d'habitude. Suzanne l'avait regardé s'habiller avec son unique costume du dimanche, celui qu'il portait pour les mariages et les enterrements. Elle voyait bien qu'il était tendu,
Mais elle n'avait pas posé de questions. Leur conversation, ces derniers temps, se limitait à l'essentiel. Les mots inutiles s'étaient perdus quelque part entre le ressentiment silencieux et la fatigue partagée. Claire avait mis sa robe en coton clair, celle que sa mère avait cousue l'année précédente pour sa communion. Elle était un peu courte maintenant, mais c'était la seule robe correcte qu'elle possédait. Devant le petit miroir fendu de sa chambre, elle s'était regardée longuement. Dans quelques heures, elle serait assise à cette table avec les autres familles d'ouvriers, écoutant M. Delcourt faire son discours habituel sur la tradition, le travail et la générosité. Elle savait déjà ce qu'il allait dire. Elle l'avait entendu l'année précédente et l'année d'avant encore. Les mêmes phrases creuses, les mêmes mensonges enrobés de sourires. Quelque chose en elle, ce matin-là, lui disait que cette année serait différente. Elle ne savait pas encore comment, mais elle le sentait. Vers 11 heures, les familles avaient recommencé à arriver. Il y avait là une vingtaine de personnes, les ouvriers permanents de la propriété et leurs proches. Le vieux Gustave et son fils Michel, qui s'occupèrent du bétail. La famille Bonnet au complet, 5 enfants en escalier du plus petit au plus grand. Monsieur Dubois, le gérant du domaine, qui tenait les comptes et faisait l'intermédiaire entre Armand et les travailleurs. Et bien sûr, d'autres encore, des visages familiers que Claire connaissait depuis l'enfance, ces gens qui formaient la petite communauté invisible qui faisait fonctionner la propriété Delcourt. Armand était sorti de son castel vers midi, impeccablement vêtu d'un costume de lin beige et d'un chapeau de paille. Il rayonnait, saluant chacun avec une bonhomie calculée, serrant des mains et bourriffant les cheveux des enfants. C'était son rôle, celui du bon patron, du père bienveillant qui récompense ses gens après une dure saison de travail. Il aimait ce moment. C'était le moment où il se sentait utile, important, aimé peut-être. Le moment où l'image qu'il avait construite de lui-même semblait la plus réelle. Le repas avait commencé dans une atmosphère relativement joyeuse. Le vin coulait généreusement. Il y avait du pâté de campagne, du jambon de Bayonne, des fromages de chèvre et de brebis, du pain frais qui embaumait encore la boulangerie. Pour des gens qui vivaient habituellement de repas simples, souvent composés uniquement de soupe et de pain, cette abondance avait quelque chose d'enivrant. Les conversations s'animaient. On parlait de la récolte, du temps, des nouvelles du village. Quelqu'un avait apporté un accordéon et jouait des airs de bal musette entre les plats. Claire mangeait en silence, assise entre sa mère et Hélène, qui avait été invitée avec sa famille. Elle observait tout avec une attention presque douloureuse. La manière dont son père riait un peu trop forte aux plaisanteries de M. Delcourt, cherchant désespérément à plaire. La façon dont sa mère gardait les yeux baissés, effacés, invisibles. Le comportement des autres ouvriers, certains sincèrement reconnaissants, d'autres simplement résignés à jouer leur rôle dans cette comédie annuelle. Et au centre de tout cela, Armand Delcourt, qui régnait sur cette petite cour avec la satisfaction d'un roi sur ses sujets. Vers 14 heures, Armand s'était levé pour porter un toast. Le silence s'était fait progressivement autour des tables. Il avait levé son verre, le soleil de juillet faisant briller le cristal, et avait commencé son discours. « Mes amis », avait-il dit d'une voix forte qui portait jusqu'aux limites de la cour. « Mes chers amis, nous voici réunis une fois de plus pour célébrer ce que la terre nous a donné. Cette année, la récolte est exceptionnelle. C'est le fruit de votre travail, bien sûr, mais c'est aussi le fruit de la tradition de cette propriété. Une tradition que ma famille maintient depuis 3 générations. » Il avait continué sur ce ton pendant plusieurs minutes, évoquant les sacrifices de ses ancêtres, la sagesse des anciens, l'importance de rester fidèle à la terre. Puis, inévitablement, il en était venu à son sujet favori. La guerre. Quand les temps sombres sont venus, avait-il déclaré en pointant vers la médaille encadrée qui était visible à travers les fenêtres ouvertes du castel, quand la France saignait et que tout semblait perdu. C'est dans des lieux comme celui-ci que la résistance s'est organisée. C'est ici que nous avons protégé nos réserves, caché notre bétail, maintenu la vie face aux forces d'occupation. Cette médaille que j'ai reçue, elle n'est pas seulement pour moi. Elle est pour nous tous, pour ce que nous avons accompli ensemble. Il y avait eu des applaudissements polis.
Certains étaient sincères, d'autres de pure convention. René, assis près de sa famille, avait applaudi lui aussi, le visage fermé. Il savait. Il était le seul, avec quelques vieux du village, à vraiment savoir. Mais que pouvait-il dire? Comment pouvait-il se lever et contredire l'homme qui tenait sa vie et celle de sa famille entre ses mains? Alors il applaudissait, encore une fois, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'était produit. Un des voisins, M. Bertrand, légèrement émoustillé par le vin, s'était exclamé. « Et la petite Claire. J'ai entendu dire qu'elle était la meilleure de sa classe. Madame Fournier dit qu'elle pourrait continuer ses études. C'est formidable, non ?» Il souriait, innocent, pensant faire plaisir à la famille Martel. Plusieurs têtes s'étaient tournées vers Claire qui avait senti le rouge lui monter aux joues. Suzanne avait agrippé sa main sous la table, si fort que ses ongles s'enfonçaient dans la paume. « Ne dis rien !» suppliait cette pression. « S'il te plaît, ne dis rien !» Armand Delcourt avait éclaté de rire, un rire tonitruant qui avait coupé court aux autres conversations. « Étudier? La fille de Martel? Vraiment ?» Il avait regardé autour de lui cherchant la complicité des autres. « Claire? Mais voyons, mon cher Bertrand, elle a déjà un avenir tout tracé ici. Elle pourra apprendre à tenir une maison, à faire la cuisine, peut-être même à m'aider au Castel quand elle sera un peu plus grande. Après tout, avait-il ajouté avec un sourire condescendant, elle pourrait très bien apprendre à nettoyer mon grand salon mieux que sa maîtresse d'école ne nettoie son tableau noir. » Il y avait eu des rires nerveux. Quelques hommes avaient souri, mal à l'aise. D'autres avaient baissé les yeux. René était devenu écarlate, pris entre la honte et la colère impuissante. Il avait tenté de changer de sujet en levant son verre pour un nouveau toast, mais Armand n'en avait pas fini. « Franchement, avait-il continué, tous ces enfants d'ouvriers qui veulent aller à l'école au lieu d'honorer le travail de leurs parents. Pourquoi faire? Pour devenir quoi? Pour partir laver des assiettes dans les restaurants de la ville? Non, non, mes amis, le vrai bonheur est ici, sur cette terre, dans la tradition. Pas besoin d'étudier pour porter des sacs de blé. C'est à ce moment précis que Madame Fournier était arrivée. Quelques mères du village l'avaient invitée à passer dans l'après-midi, sachant qu'elle appréciait ces moments de convivialité. Elle se tenait maintenant à l'entrée de la cour, et elle avait tout entendu. Son visage s'était durci. Elle avait vu Claire, assise à sa place, les poings serrés sur ses genoux, le regard fixé sur la nappe blanche. Elle avait vu Suzanne qui semblait retenir sa fille de force. Elle avait vu René qui baissait la tête, incapable de défendre sa propre enfant. Et elle avait vu Armand Delcourt qui riait, satisfait de sa plaisanterie, inconscient du mal qu'il venait de faire. La professeure avait alors croisé le regard de Claire. Et dans ce regard, elle avait vu quelque chose qu'elle connaissait bien. La même détermination farouche qu'elle avait vue dans les yeux de son mari, des années auparavant, quand il avait décidé de rejoindre la résistance malgré les risques. Cette flamme qui disait « Non, je ne me tairai pas, je ne baisserai pas les yeux, quoi qu'il m'en coûte ». Madame Fournier avait senti son cœur se serrer. Elle savait ce qui allait se passer. Elle ne savait pas exactement quoi ni comment, mais elle le savait. Luc, le jeune photographe amateur du village, était arrivé à son tour, son appareil photo en bandoulière. Il avait été invité par Armand pour immortaliser cette belle journée. Une photo de famille, une photo de la communauté réunie, quelque chose que le propriétaire pourrait encadrer et accrocher dans son salon aux côtés de sa médaille. « Venez tous !» avait crié Luc avec enthousiasme. « Rassemblez-vous pour la photo !» Monsieur Delcourt au centre, bien sûr. Armand s'était levé, encore souriant de sa plaisanterie, et s'était placé à la tête de la table, debout, dominant les autres. Il avait fait signe à René de le rejoindre. « Viens, viens Martel. Toi aussi tu dois être sur la photo. Tu es mon bras droit après tout. » Il riait toujours, ce rire satisfait de celui qui se croit aimé, alors qu'il est seulement craint. René s'était approché à contre-cœur, le visage fermé, et s'était placé légèrement en retrait, comme quelqu'un qui accepte un rôle mais refuse d'y croire. Les autres s'étaient regroupés autour d'eux, certains debout, d'autres assis, tous arrangeant leurs vêtements, essayant d'avoir l'air présentable pour la postérité. Et puis, il y avait eu Claire.
Au lieu de se cacher derrière les adultes comme les autres enfants, elle s'était levée lentement, très lentement, et s'était placée sur le côté, légèrement à l'écart du groupe principal. Debout, droite, le visage grave. Son regard était fixé sur Armand Delcourt avec une intensité qui aurait dû l'alerter s'il avait été moins absorbé par sa propre satisfaction. Luc avait regardé dans son viseur, ajustant le cadrage. Parfait. Parfait comme ça. Ne bougez plus. Le doigt sur le déclencheur, il avait compté. 1, 2, 3. Le clic de l'obturateur avait fendu l'air, capturant ce moment précis. Armand Delcourt riant aux éclats, René mal à l'aise dans son costume du dimanche, et Claire, cette fille de 13 ans qui regardait le propriétaire, comme si elle pouvait le transpercer du regard. Cette photographie qui allait devenir le témoin silencieux de ce qui allait suivre. Le silence qui suivit le clic de l'appareil photo dura peut-être 2 secondes, peut-être moins. Mais pour ceux qui étaient présents ce jour-là, ce silence sembla s'étirer comme une éternité. Luc abaissait son appareil, satisfait. Armand Delcourt s'apprêtait à retourner à sa place à la tête de la table, encore souriant de sa propre plaisanterie sur les études inutiles. Les autres commençaient à se rasseoir, prêts à reprendre leur conversation et leur vin. Tout aurait pu continuer normalement, comme chaque année. Mais ce qui se passa ensuite changea le cours de cette journée, et peut-être le cours de plusieurs vies. Claire fit un pas en avant. Un seul pas, mais si délibéré que plusieurs personnes se tournèrent vers elle. Sa mère Suzanne tendit instinctivement la main pour la retenir, mais Claire était déjà hors de portée. Elle se tenait maintenant face à Armand Delcourt, à quelques mètres à peine, cette petite fille de 13 ans dans sa robe en coton trop courte, face à l'homme qui régnait sur leur vie depuis toujours. Sa voix, quand elle parla, n'était pas forte. Elle ne cria pas, mais chaque mot tomba dans le silence comme une pierre dans l'eau d'un puits profond. « Monsieur Delcourt », commença-t-elle. Le propriétaire se tourna vers elle, surpris, le sourcil levé. Un demi-sourire flottait encore sur ses lèvres, comme s'il s'attendait à une plaisanterie d'enfant. Mais quand il croisa son regard, ce sourire vacilla. Il y avait quelque chose dans les yeux de cette gamine qui ne ressemblait pas à de la peur ou à de la déférence. C'était quelque chose de plus dur, de plus dangereux. C'était de la détermination. Le monsieur rit parce qu'il pense que tout ici lui appartient, dit Claire d'une voix calme mais parfaitement audible. Autour d'eux, les conversations s'étaient arrêtées net. Tous les regards convergeaient maintenant vers cette scène improbable. René avait bondi de sa chaise. « Claire, non, tais-toi !» Mais quelque chose dans le ton de sa fille, dans sa posture, l'arrêta. Il resta debout, paralysé entre l'instinct de protéger son enfant et la conscience confuse que ce moment avait une importance qu'il ne fallait pas interrompre. « Mais qui est resté les nuits de guerre à surveiller la grange ?» continua Claire, ses yeux toujours fixés sur Armand. « C'était mon père. » Sa voix était toujours calme, presque conversationnelle, mais chaque mot portait le poids d'une accusation. « Qui a caché votre vin, votre bétail ?» Ce sont ses mains. Les témoignages recueillis dans les années 90 auprès des survivants de cette époque confirmeraient ces faits. René Martel avait été l'homme qui avait maintenu la propriété Delcourt en activité pendant l'occupation, au péril de sa vie, alors que le propriétaire se trouvait en sécurité à Paris. Le silence était maintenant total et écrasant. Certains des hommes plus âgés, ceux qui se souvenaient de cette période, baissèrent la tête. Ils savaient. Bien sûr qu'ils savaient, mais personne n'en parlait jamais. C'était un de ces secrets que tout le monde connaît, mais que personne ne prononce. Parce que prononcer la vérité, c'est rompre l'ordre établi. C'est prendre un risque qu'on ne peut pas se permettre quand on dépend du bon vouloir d'un patron pour nourrir sa famille. « Qui a sauvé votre nom ?» poursuivit Claire, et maintenant sa voix tremblait légèrement, non de peur, mais d'une émotion trop longtemps contenue. « Ce sont les hommes que vous ne citez jamais quand vous recevez des médailles. » Elle fit un geste vers la fenêtre ouverte du Castel, vers cette photographie encadrée qui montrait Armand serrant la main d'un député, cette image qui symbolisait un mensonge accepté par tous. Cette médaille que vous avez reçue en 1946, elle aurait dû être pour les hommes qui ont risqué leur vie pendant que vous étiez en voyage d'affaires à Paris. Suzanne pleurait maintenant en silence, les mains pressées contre sa bouche.
Elle aurait voulu arrêter sa fille, la protéger des conséquences terribles qui allaient suivre. Mais en même temps, au plus profond d'elle-même, elle ressentait quelque chose d'autre. Une fierté féroce et douloureuse. Sa fille osait dire ce qu'elle-même n'avait jamais pu formuler, ce que son mari n'avait jamais eu le courage d'exprimer. Armand Delcourt avait ouvert la bouche pour répondre. Mais aucun son n'en sortait. Son visage avait pris une teinte grisâtre. Il cherchait du regard un soutien, une approbation, quelque chose qui lui confirmerait que cet enfant délirait, que personne ne la croirait. Mais les visages autour de lui ne lui offraient pas ce réconfort. Certains détournaient les yeux, d'autres le fixaient avec une expression nouvelle, une expression qui ressemblait dangereusement à du doute, voire à de la désapprobation. Madame Fournier, debout à l'entrée de la cour, sentit des larmes lui monter aux yeux. En 30 ans d'enseignement, elle n'avait jamais vu un moment pareil. Une élève, sa meilleure élève, appliquant les leçons apprises en classe d'une manière qu'aucun manuel scolaire n'aurait pu prévoir. La dignité, le courage de dire la vérité face au pouvoir, le refus de l'injustice. C'était tout ce qu'elle avait essayé d'enseigner, et voilà que cela prenait vie sous ses yeux, incarné dans cette frêle silhouette en robe de coton. Le père Louis, le curé de la paroisse qui était présent à la fête, se leva lentement de sa chaise. Il ne dit rien, mais fit le signe de croix, un geste simple mais lourd de signification. Pour ceux qui comprenaient, c'était un jugement moral silencieux. Une reconnaissance que quelque chose de grave venait d'être révélé. Quelque chose qui concernait non seulement des faits historiques, mais la conscience de toute une communauté. Et puis Claire prononça la phrase finale, celle qui allait briser définitivement l'illusion soigneusement construite par Armand Delcourt au fil des années. « Si je n'étudie pas, dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus maintenant, je continuerai à nettoyer les traces de votre lâcheté, comme mon père a nettoyé les traces de votre guerre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air chaud de juillet. Lâcheté. Elle avait dit le mot que personne n'osait prononcer, le mot qui résumait 15 années de mensonges respectables. Armand essaya de rire. C'était un réflexe, sa défense habituelle quand il se sentait menacé. Mais le rire ne vint pas. Ce qui sortit de sa gorge fut une sorte de son étranglé, presque pathétique. Il regarda autour de lui, cherchant désespérément quelqu'un qui prendrait sa défense, qui dirait à cette gamine impertinente de retourner à sa place. Mais personne ne bougeait. Monsieur Dubois, son gérant, fixait la table devant lui. Le vieux Gustave hochait la tête lentement, comme quelqu'un qui reconnaît enfin une vérité trop longtemps niée. Même les jeunes, ceux qui n'avaient pas connu la guerre, regardaient Armand avec une expression nouvelle, comme s'ils le voyaient pour la première fois. René, toujours debout, sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas de la rage, ni de la joie. C'était quelque chose de plus complexe, un mélange de honte pour n'avoir jamais eu lui-même ce courage, de fierté pour cette fille extraordinaire qu'il avait engendrée, et de terreur pour ce qui allait suivre. Car il savait, mieux que quiconque, que les hommes puissants n'oublient pas ce genre d'humiliation, que Armand Delcourt allait chercher à se venger, d'une manière ou d'une autre, que leur vie à tous les trois venait de basculer dans quelque chose d'inconnu et de dangereux. Hélène, la meilleure amie de Claire, regardait la scène avec un mélange d'admiration et de peur. C'était sa sœur de cœur qui se tenait là, face au plus puissant homme du village, et elle ne savait pas si elle devait applaudir ou pleurer. Elle se leva instinctivement, comme pour aller rejoindre Claire, mais son père la retint par le bras. « Reste ici », murmura-t-il. « Ne te mêle pas de ça. » Armand Delcourt parvint finalement à articuler quelques mots. « Comment oses-tu » siffla-t-il, sa voix tremblante de rage et d'humiliation. « Comment oses-tu, petite ?» Mais il ne termina pas sa phrase. Parce qu'il venait de réaliser quelque chose de terrible. En réagissant ainsi, en montrant sa colère, il confirmait implicitement la vérité de ce que Claire venait de dire. S'il avait vraiment été l'homme héroïque de ses propres récits, il aurait ri de ses accusations absurdes. Il aurait balayé tout cela d'un geste magnanime. Mais il ne pouvait pas, parce qu'au fond de lui, il savait que chaque mot prononcé par cet enfant était vrai. Le propriétaire se tourna vers René, cherchant un bouc émissaire,
quelqu'un sur qui déverser sa rage impuissante. « C'est vous qui lui avez mis ces idées dans la tête », accusa-t-il. « Vous et votre femme. Vous avez élevé une fille insolente qui ne respecte rien. » René, pour la première fois de sa vie, ne baissa pas les yeux. Il regarda Armand Delcourt droit dans les yeux et dit simplement « Ma fille dit la vérité, monsieur. Juste la vérité. » Ces quelques mots, prononcés calmement, eurent plus d'impact que n'importe quel discours enflammé. Parce qu'ils venaient d'un homme qui avait passé 20 ans à se taire, à courber l'échine, à accepter l'inacceptable. La fête était finie. Plus personne ne mangeait, ne buvait, ne parlait. Les gens commençaient à se lever mal à l'aise, sentant qu'ils avaient assisté à quelque chose d'historique, mais aussi de dangereux. Quelque chose qui allait avoir des conséquences dont personne ne pouvait encore mesurer l'ampleur. Armand Delcourt tourna les talons et rentra dans son castel sans un mot de plus, claquant la porte derrière lui avec une violence qui fit trembler les vitres. Les familles d'ouvriers se dispersèrent lentement, par petits groupes, parlant à voix basse. Certains lançaient des regards compatissants vers les Martel, d'autres, plus pragmatiques, s'éloignaient rapidement, ne voulant pas être associés à cette rébellion qui risquait de leur coûter cher. Claire, maintenant que l'adrénaline retombait, commença à trembler. Madame Fournier s'approcha et posa doucement une main sur son épaule. « Tu as été très courageuse, » murmura-t-elle. « Mais tu sais que ce ne sera pas facile maintenant. » Claire hocha la tête, incapable de parler. Elle regardait son père qui s'approchait lentement, et elle ne savait pas si elle allait recevoir une gifle ou une étreinte. René s'arrêta devant elle, la regarda longuement, et puis, à la surprise de tous, il l'attira contre lui et la serra fort dans ses bras. « Ma petite fille courageuse », dit-il d'une voix brisée. « Ma petite fille tellement courageuse. » Suzanne les rejoignit, et tous les trois restèrent ainsi enlacés au milieu de la cour qui se vidait. Une famille unie face à l'orage qui ne manquerait pas de venir. Les jours qui suivirent la fête des vendanges furent parmi les plus tendus que la famille Martel ait jamais vécu. René s'attendait à être convoqué au Castel à tout moment, à recevoir son congé, avec ordre de quitter la propriété dans la semaine. Suzanne préparait mentalement leur maigre possession pour un départ précipité, se demandant où ils pourraient bien aller, ce qu'ils pourraient bien faire. Claire, elle, oscillait entre des moments de fierté intense et des crises de panique nocturne où elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Mais la convocation n'arrivait pas. Armand Delcourt s'était enfermé dans son castel, refusant de voir quiconque. Dans le village, les langues allaient bon train. L'histoire de ce qui s'était passé lors de la fête s'était répandue comme une traînée de poudre. Certains prenaient la défense du propriétaire, disant que cette petite Martel avait manqué de respect, que les jeunes d'aujourd'hui ne savaient plus se tenir. Mais d'autres, surtout parmi les plus âgés qui avaient vécu la guerre, hochaient la tête d'un air entendu. « Elle a dit tout haut ce qu'on pensait tout bas depuis des années », murmurait-on dans les cafés et sur les places. Le père Louis fut le premier à agir. 3 jours après l'incident, il se présenta au Castel et demanda à voir Armand Delcourt. Le propriétaire le reçut dans son salon, pâle et visiblement ébranlé. Le prêtre, homme sage qui connaissait les âmes mieux que personne, ne fit pas de sermon. Il s'assit simplement et dit « Armand, vous connaissez la parabole du pharisien et du publicain ? Celui qui se glorifie sera abaissé, et celui qui s'humilie sera élevé. Ce qui s'est passé dimanche dernier, ce n'était pas une insulte, c'était un rappel. Un rappel que la vérité finit toujours par sortir, d'une manière ou d'une autre. Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez essayer de vous venger et confirmer ce que cet enfant a dit de vous. Ou vous pouvez faire quelque chose qui rachèterait, même partiellement, les années de silence. » Armand avait regardé le prêtre avec un mélange de rage et de désespoir. « Et que suggérez-vous que je fasse, mon père ? Que je m'agenouille devant cette gamine et que je lui demande pardon ?» Le père Louis avait souri tristement. « Non, Armand, je vous suggère simplement de faire ce qui est juste. Vous savez ce qui est juste. Au fond de vous, vous l'avez toujours su. » Le même jour, Monsieur Dubois, le commerçant du village qui approvisionnait la moitié des habitants et dépendait donc autant des ouvriers que du propriétaire, était passé voir René. Il avait parlé à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu.
« Je ne sais pas ce que Delcourt va faire, avait-il dit. Mais si jamais il vous met dehors, venez me voir. On trouvera quelque chose. Je ne peux pas vous promettre grand-chose, mais je ne laisserai pas votre famille à la rue. » René avait serré la main de l'homme avec une gratitude qui lui nouait la gorge. Pour la première fois de sa vie, il réalisait qu'il n'était pas seul. Que d'autres, même discrètement, même timidement, étaient prêts à le soutenir. Et puis il y avait eu l'intervention la plus surprenante. Un homme dans la trentaine, costume sobre et serviette en cuir, s'était présenté un matin à la petite maison des Martel. Il s'appelait Jean-Pierre Morel et travaillait pour le syndicat agricole régional qui commençait tout juste à s'implanter dans le sud-ouest. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé ici dimanche dernier », avait-il dit. « Et je dois vous dire, monsieur Martel, que ce genre de situation, ces dettes qui s'accumulent sans fin, ces contrats de métayage qui maintiennent les familles dans la servitude, c'est exactement contre cela que nous nous battons. Si vous voulez, nous pouvons examiner votre contrat, vérifier s'il est conforme aux nouvelles lois sur le travail agricole. Les statistiques du ministère du Travail pour cette période montrent que des centaines de cas similaires furent recensés dans toute la France rurale, et que les syndicats naissants commençaient à offrir un réel contrepoids au pouvoir des grands propriétaires. Armand Delcourt apprit rapidement l'existence de cette visite, et c'est probablement ce qui acheva de le convaincre qu'il ne pouvait plus simplement ignorer ce qui s'était passé. Un scandale public, une enquête syndicale, des articles peut-être dans les journaux régionaux, tout cela risquait de détruire définitivement sa réputation. Le mensonge peut survivre à l'ombre, mais il meurt en pleine lumière. Et Claire avait allumé une lumière que plus personne ne pouvait éteindre. 2 semaines après la fête, René fut convoqué au Castel. Il s'y rendit le cœur battant, s'attendant au pire. Armand le reçut dans son bureau, assis derrière son imposant bureau en chêne. Il avait l'air fatigué, vieilli de 10 ans en quelques jours. Il ne regarda pas René dans les yeux quand il parla. « J'ai examiné vos comptes, » dit-il d'une voix neutre. « Il semble qu'il y ait eu des erreurs dans les calculs ces dernières années. Des intérêts comptés 2 fois, des avances qui n'auraient pas dû être déduites. Je vais faire rectifier tout cela. De plus, j'ai appris que votre fille souhaitait poursuivre ses études. Il y a une école technique agricole à Agen. Elle pourrait y apprendre des choses utiles, qui serviraient à toute la région par la suite. Je suis prêt à contribuer aux frais de scolarité et de pension. » René était resté silencieux un long moment. Il savait reconnaître une défaite déguisée en générosité. Mais il savait aussi que refuser serait condamner Claire à rester prisonnière de cette terre, de ses dettes, de cette vie sans issue. Alors il hocha la tête. « Merci, monsieur Delcourt, » dit-il simplement. Mais cette fois, quand il prononça ces mots, ce n'était pas avec la servilité habituelle. C'était avec la dignité tranquille de quelqu'un qui accepte une réparation due, pas une faveur accordée. Madame Fournier, quand elle apprit la nouvelle, pleura de joie. Elle passa plusieurs jours à préparer Claire, lui expliquant ce qui l'attendait à l'école technique, les difficultés qu'elle rencontrerait en tant que fille de paysan dans un environnement plus urbain. « Tu vas entendre des choses désagréables », l'avait-elle prévenu. « Certains vont te regarder de haut parce que tu viens de la campagne, parce que tes parents sont des ouvriers agricoles. Mais rappelle-toi toujours que tu vaux autant qu'eux, et que ce que tu as fait ce jour-là, devant tout le village, beaucoup d'adultes n'auraient jamais eu le courage de le faire. » En septembre 1959, par un matin frais où les premières feuilles commençaient à jaunir, Claire monta dans l'autocar qui faisait la liaison avec Agen 2 fois par semaine. Elle portait une petite valise en carton bouilli qui contenait tout ce qu'elle possédait. 2 robes, des sous-vêtements rapiécés, quelques cahiers, et cette photographie. La photographie prise lors de la fête des vendanges, celle où elle regardait Armand Delcourt avec cette intensité qui avait tout changé. Madame Fournier la lui avait donnée, l'ayant récupérée auprès de Luc le photographe. « Pour te rappeler que tu as déjà changé quelque chose d'important », avait dit l'institutrice, « et pour te rappeler que tu peux continuer à changer les choses. » Suzanne et René étaient venus accompagner leur fille jusqu'à l'arrêt du car. Suzanne pleurait ouvertement, serrant Claire contre elle comme si elle ne voulait plus jamais la lâcher. René, les yeux rougis, posa ses grandes mains calleuses sur les épaules de sa fille.
Fais-nous honneur, ma petite, dit-il d'une voix tremblante. Mais surtout, fais-toi honneur à toi-même. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas à ta place. Tu es exactement où tu dois être. Claire hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Hélène était là aussi, et les deux amis s'étreignirent longuement, se promettant de s'écrire chaque semaine, jurant que leur amitié survivrait à la distance. Quand le car démarra, Claire se retourna pour regarder par la vitre arrière. Elle vit ses parents qui agitaient la main, de plus en plus petits à mesure que la distance augmentait. Elle vit les champs de blé dorés par le soleil matinal, les vignobles qui avaient été le théâtre de son enfance, le clocher de l'église du village qui dépassait des toits de tuiles rouges. Et là-haut sur la colline, le castel des Delcourt, avec sa silhouette imposante qui dominait tout le paysage. Elle pensa à Armand Delcourt, enfermé dans son orgueil blessé, et elle se demanda s'il comprendrait un jour vraiment ce qui s'était passé ce dimanche de juillet. Probablement pas. Mais ce n'était plus son problème. L'école technique agricole d'Agen ne fut pas facile. Claire y rencontra effectivement des préjugés, des moqueries, des professeurs qui doutaient de ses capacités. Fille de paysans, ils disaient entre eux, comme si ces mots expliquaient tout. Mais Claire avait quelque chose que beaucoup d'autres élèves n'avaient pas. Elle avait déjà affronté le pouvoir et survécu. Elle avait déjà dit la vérité face à l'injustice. Comparé à cela, les remarques désobligeantes de quelques professeurs condescendants ou les moqueries de camarades de classe snob semblaient presque dérisoires. Les statistiques du ministère de l'Éducation pour les années 60 montrent que moins de 15% des enfants d'ouvriers agricoles accédaient à l'enseignement secondaire. Claire faisait partie de cette minorité. Et elle était déterminée à en tirer le maximum. Elle travaillait plus dur que les autres, passait ses soirées à étudier pendant que d'autres sortaient à s'amuser. Les lettres qu'elle écrivait à ses parents chaque dimanche étaient remplies de descriptions de ce qu'elle apprenait. La rotation des cultures, les techniques de fertilisation, la gestion d'une exploitation, la comptabilité agricole. René gardait précieusement toutes ces lettres dans une boîte en bois de châtaignier et les relisait souvent le soir, avec une fierté qui le faisait trembler. À la fin de sa première année, Claire termina deuxième de sa promotion. Une victoire écrasante qui fit taire beaucoup de ses détracteurs. Madame Fournier, quand elle apprit la nouvelle, écrivit à son ancien élève une lettre qui disait simplement « Je n'ai jamais douté de toi. Continue. Le monde a besoin de gens comme toi. » Pendant ce temps, dans le village, quelque chose avait changé. Subtilement, presque imperceptiblement, mais réellement. Les ouvriers de la propriété Delcourt se tenaient un peu plus droit. Ils parlaient un peu plus fort. Ils osèrent poser des questions sur leur contrat, demander des clarifications sur les déductions. Armand Delcourt, lui, était devenu plus silencieux, plus renfermé. Il organisait toujours la fête des vendanges chaque année, mais il ne faisait plus de grands discours. Il ne parlait plus de la guerre, de ses médailles, de son héroïsme. Le mythe était brisé, et il le savait. Il vécut encore 15 ans, de plus en plus solitaire, de plus en plus isolé dans son grand castel qui lui semblait maintenant trop vaste, trop vide. En 1965, Claire Martel revint au village, mais elle ne revint pas pour travailler pour les Delcourt. Elle revint diplômée, technicienne agricole qualifiée, avec des connaissances que peu de gens dans la région possédaient. Elle s'installa dans une petite maison louée au village et ouvrit une permanence 2 fois par semaine, où elle offrait ses conseils gratuitement aux familles d'agriculteurs. Elle leur apprenait à lire leurs contrats, à calculer les intérêts, à comprendre leurs droits. Elle les aidait à monter des dossiers pour les nouvelles aides agricoles que l'État commençait à mettre en place. Elle expliquait les nouvelles lois sur le métaillage, les protections pour les travailleurs. Son travail eut un impact profond. En quelques années, plusieurs familles réussirent à sortir de la spirale des dettes. Certaines purent même acheter leurs propres parcelles de terre, devenir propriétaires à leur tour. Claire devint une figure respectée, même par ceux qui avaient critiqué son audace 6 ans plus tôt. Une phrase qu'elle répétait souvent devint comme une devise parmi les jeunes travailleurs de la région. Qui a construit la ferme n'est pas celui qui a reçu la médaille. Ces mots résumaient tout. Ils rappelaient que le vrai travail, le vrai courage, se trouvait souvent là où personne ne regardait,
chez ces hommes et ces femmes anonymes qui construisaient le monde par leur labeur quotidien. Armand Delcourt mourut en 1974, à l'âge de 73 ans, seul dans son grand Castel. Claire n'assista pas à son enterrement, mais elle envoya des fleurs, avec une carte qui disait simplement « Pour l'homme qui m'a appris sans le vouloir, que dire la vérité est le seul véritable pouvoir ». Ce geste suscita beaucoup de commentaires dans le village. Certains le trouvèrent généreux, d'autres hypocrites. Mais Claire s'en moquait. Elle avait fait ce qui lui semblait juste, et c'était suffisant. René et Suzanne vécurent, jusqu'à un âge avancé, témoins de la transformation de leur région. Ils virent l'exode rural se poursuivre, les tracteurs remplacer les chevaux, les petites propriétés se consolider en exploitations plus grandes. Mais ils virent aussi leurs enfants et petits-enfants grandir dans un monde où l'éducation n'était plus un luxe réservé aux riches, où les travailleurs avaient des droits reconnus, où dire la vérité n'était plus un acte de courage suicidaire, mais un droit fondamental. Aujourd'hui, cette photographie du 19 juillet 1959 se trouve toujours dans la maison de la petite fille de Claire, qui porte le même prénom que son arrière-grand-père, René. Elle est encadrée simplement, accrochée dans le salon, à côté de photos de famille plus récentes. Les visiteurs demandent parfois qui sont ces gens sur cette vieille photo, en noir et blanc. Et la famille raconte alors l'histoire de Claire Martel, 13 ans, qui osa briser le silence un jour d'été, où le vin coulait et où les mensonges semblaient plus vrais que la réalité. C'est l'histoire d'une petite fille qui prouva que le pouvoir n'appartient pas toujours à ceux qui possèdent les terres, les châteaux et les médailles. Parfois, le vrai pouvoir appartient à ceux qui ont le courage de dire, simplement et calmement, ce que tout le monde sait mais que personne n'ose formuler, et que cette vérité, une fois prononcée, ne peut plus jamais être effacée, peu importe la force de ceux qui voudraient la faire taire. Parfois, les vérités les plus lourdes viennent des voix qu'on attend le moins. Et même dans une histoire fictionnelle dramatique comme celle-ci, inspirée de notre propre réalité humaine, on se rappelle qu'un simple mot peut briser des années de silence et ouvrir un chemin nouveau. Le courage ne naît pas de la force, mais du refus tranquille de se taire quand l'injustice devient trop lourde à porter. Et peut-être que ce que Claire a osé dire ce jour-là, chacun de nous aurait voulu le dire un jour. Et vous, qu'avez-vous ressenti en entendant les mots de Claire? Avez-vous déjà vu quelqu'un révéler une vérité que tout le monde craignait d'affronter? Dans votre famille, existe-t-il des récits anciens où un seul geste a tout changé? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot « vérité » dans les commentaires. C'est notre façon de vous reconnaître, vous qui accompagnez ces récits jusqu'au bout. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Parfois, ces mémoires oubliées peuvent inspirer de nouveaux récits pour le canal. Merci d'avance pour votre confiance et votre sensibilité. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager si cette histoire vous a touché. Et surtout, cliquez sur la vignette à la fin pour découvrir d'autres histoires qui donnent à réfléchir.